Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont de plus en plus nombreux activistes, leaders d'opinion et autres intellectuels à porter l'idée que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, n'est pas adaptée aux réalités africaines. Ils veulent un nouveau modèle. Un modèle spécifiquement africain. Mais quel serait-il? Quelle est la pertinence d'une telle accession? Quel regard jeter sur les 30 ans de processus démocratique amorcé sur le continent depuis le début des années 90? Trois invités avec moi pour en parler. Juan Carlos Ondo Angué, vous êtes un ancien président de la Cour suprême de la Guinée équatoriale, magistrat chevronné. Êtes-vous? Vous avez donc été juge du contentieux électoral pour avoir été membre de la Cour constitutionnelle de votre pays, homme d'expérience, praticien du droit. Vous êtes donc aujourd'hui au cœur d'une enquête lancée contre vous par les autorités de votre pays. Vous vivez en exil en France et vous vous opposez frontalement au président équato-guinéen. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous portez et votre avis sur cette question de l'adéquation de la démocratie aux réalités africaines. Merci, monsieur. Mireille Liliane Saki, vous êtes consultante en diplomatie préventive, vous avez été candidate aux dernières européennes en France, mais vous écrivez aussi des livres, et d'ailleurs vous êtes l'auteur de La charte de l'impérialisme, l'Afrique toujours dominée à huis clos, mais qui domine l'Afrique? Vous nous le direz dans cette émission. Ce livre a été publié aux éditions Pyramide Papyrus Presse. Merci. Merci beaucoup Madame Merci. Saki d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzaba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique, vous aussi la matière du droit, de l'état de droit et de la démocratie, et vous êtes totalement familier. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Merci. Merci, Richard. Merci. Et à propos état de droit, je commence par vous, Brice Nzaba. De 60 à 90, nous avons fait l'expérience des partis uniques, du chef suprême. Nous avons même pratiqué le culte de la personnalité, notamment en ce qui concerne les chefs d'État. Puis vient 90, début 90, et nous tous, nous avons fait l'option de la démocratie, de l'état de droit. Et 30 ans après, on se dit, ah, la démocratie n'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on s'est trompé pendant 30 ans, Brice Nzaba? Alors, je pense qu'on ne s'est pas trompé, mais ce qui est certain, c'est que en fait, le système politique d'un pays, à la vérité, résulte de l'histoire même du pays. C'est-à-dire que ce sont les luttes internes du pays menées par les différentes couches qui composent le pays, qui amènent à ce que l'élite de ces pays puisse imaginer le système politique à même de pouvoir résoudre les contradictions qui naissent au sein de la population et de la nation, et donc de pouvoir mettre en place un système politique qui va répondre à ces contradictions-là, qui va mettre en avant les valeurs de ces pays, donc les valeurs que ces pays doivent porter pour résoudre ces problèmes internes et aussi pour rayonner dans le monde. Donc c'est l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble des problèmes à régler qui donnent naissance à un système politique, à la vérité. Donc on ne peut pas à la base acquérir ou recevoir un système politique de l'extérieur comme une sorte de greffe, parce que comme vous le savez, les greffes, soit ça prend, soit ça ne prend pas. Mais souvent ça ne prend pas quand ce n'est pas compatible. Vous voyez? Donc moi ce que je vais dire par là, c'est que quand vous prenez la démocratie, il n'y a pas de modèle démocratique à la vérité. Vous voyez, le système démocratique américain n'est pas pareil au système démocratique français. Le système démocratique français n'est pas pareil au système démocratique allemand parce que les modes de scrutin, les modes d'organisation du pouvoir ne sont pas pareils. Donc il n'y a pas de modèle de démocratie. Chaque nation, chaque État, chaque État, modèle, selon son histoire, selon des problèmes qu'il doit régler, génère un système politique qui l'adapte donc à ses réalités sociologiques. D'accord. Okay. Mais il y a des principes universels ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on parle de démocratie, à la vérité, on parle des principes.
Il y a des principes, par exemple, qui concernent la garantie des droits. Oui. Voilà. Et puis, il y a aussi le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, ce sont des principes qui sont universels et que chaque État peut habiller selon son modèle. Voilà, c'est ça. Praticien du droit, je reviens à vous. Tout à l'heure, Liliane Saki, Mireille Liliane Saki, vous êtes très attachée aux réalités africaines. On l'a vu avant l'émission. Monsieur Ondo Angué, vous avez été un praticien du droit. Oui. Vous êtes en rupture de banc avec le pouvoir équato-guinéen. Parce que vous, et dans une précédente émission, vous m'avez dit votre fidélité au principe du droit et à la démocratie. Exact. Est-ce que quand on prend votre pays, la Guinée équatoriale, ses traditions, sa culture, on peut dire aujourd'hui, avec le recul, vous pouvez dire avec le recul qu'en réalité, les principes auxquels vous êtes fidèles sont totalement étrangers à la culture de votre pays? Ou alors, est-ce que votre pays peut effectivement les expérimenter, s'ils veulent, si les autorités de votre pays veulent? Oui, M. Togbé, pour répondre à votre question, j'aimerais abonder un peu sur le propos de Maître Zambé, à savoir que le problème de la démocratie met en exergue deux questions qui sont universelles. La question de la légitimité du détenteur du pouvoir et la question de la légalité, de l'assujettissement de son action au droit positif. C'est ça. Donc ce sont les questions qui sont posées dans tous les contextes. En ce sens, il faut analyser l'expérience que nos pays ont suivie respectivement. C'est vrai que démocratie, c'est un concept qui peut avoir plusieurs acceptions et plusieurs types de démocratie. Et l'Afrique aussi est diverse. Nos expériences ne sont pas les mêmes. Et au regard de l'évolution de l'expérience de mon pays, il serait très osé d'affirmer que nous ayons expérimenté un processus démocratique. Vous ne l'avez jamais expérimenté? Au sortir de la colonisation, oui. Parce que la Guinée équatoriale est un des rares pays qui accède à l'indépendance par le biais d'un référendum démocratique populaire organisé par l'ancienne puissance colonisatrice, Espagnol, qui elle-même se trouve à l'époque sous une dictature féroce de Franco. Ce sont les paradoxes de l'histoire. Donc la Guinée accède à l'indépendance par le biais d'un processus démocratique, mais tout de suite après, le régime bascule vers le communisme et se transforme en un régime totalitaire. Et l'actuel régime, qui est en place depuis 45 ans, le régime de M. Obiang, n'est qu'une continuité du régime de Mathias Nguema. Son oncle. Oui, il ne faut pas oublier que M. Obiang était la deuxième autorité la plus puissante sous le régime de Mathias, donc la principale autorité militaire en charge de la répression de la dissidence. Donc il y a eu une continuité de la dictature de Mathias au détour de la conférence de la Baule. La Guinée équatoriale, à l'instar de plusieurs autres pays africains, met en marche une démocratie, un multipartisme de façade. Parce qu'en réalité, nous sommes sous un régime de parti unique de facto. Donc rien n'a changé. Nous n'avons pas expérimenté la démocratie. Nous n'avons pas mis en œuvre des mécanismes démocratiques qui seraient en mesure d'assurer la représentativité de toutes les couches sociales, de toutes les couches politiques. Tel est le constat. Mais pourquoi vous ne l'avez pas expérimenté? C'est parce que, comme certains le disent aujourd'hui, nous sommes anthropologiquement incapables d'expérimenter la démocratie. C'est parce qu'il n'est pas dans l'ADN de l'Africain d'expérimenter la démocratie, en tout cas telle que consacrée par les Occidentaux, ou bien c'est pas mauvaise volonté politique, tout simplement? Moi, je ne le crois pas. C'est vrai que je n'ai pas les compétences d'un sociologue ou d'un anthropologue pour ébaucher une réponse à ce questionnement, mais je ne crois pas. Je pense que le débat sur la démocratie en Afrique, pour le moins pour mon pays, a été tronqué par une oligarchie qui s'est accaparée l'ensemble du pouvoir. Et pour qui cette approche, cette démarche qui consiste à dire que la démocratie serait un concept étranger
qui ne pourrait pas prendre dans le contexte africain. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est un discours qui vise à légitimer la dictature, simplement. C'est aussi simple que ça, votre point de vue. Mais Madame Saki, il y a deux mots-clés dans le propos de M. Ondo Angué qu'il faut prendre en considération. Et je pense que le débat va se structurer autour de ces deux mots-clés. La légitimité, la légalité. Légitimité, qui vous a élu et comment vous a élu? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le trône ou au pouvoir, pour parler, pour prendre un thème moderne? La légalité, est-ce que ce que vous faites respecte le droit tel que consacré? Ce sont les questions, ce sont là les mots-clés que nous allons sculpter dans cette émission. Vous, je l'ai dit, vous êtes très attachés aux cultures africaines, aux réalités africaines. Est-ce que dans l'histoire, quand on prend votre pays, par exemple, que ce soit chez les Baoulés, les Ani ou les Sénoufos ou les Bété, est-ce que la question, est-ce que n'importe qui pouvait s'improviser roi? Est-ce que le choix du roi respectait un processus donné, bien consacré? Et est-ce que le roi pouvait faire n'importe quoi? Merci, M. Tobé, pour cette question. Le thème est tellement important. Et surtout le thème de l'émission d'aujourd'hui qui est frontal. Oui. Il faut vraiment qu'on accepte la réalité frontale pour dire que la démocratie et leur démocratie, la démocratie qui a été imposée par les impérialistes, n'est pas la même que notre démocratie locale. Chez nous, on a nos us et coutumes, oui. Et donc on est attaché à ça. Maintenant, est-ce qu'il faille vraiment... il est important là, il est impératif et urgent que nous puissions faire un retour à nos valeurs, à nos us et coutumes, pour nous réattacher et nous réconcilier avec nos valeurs coutumières, parce qu'on avait déjà trouvé des solutions. Les chefs coutumiers avaient déjà trouvé les solutions. Les solutions du vivre ensemble déjà, parce que dans nos coutumes, la peine de mort, par exemple, n'était pas pratiquée simultanément. Parce qu'on avait des manières de résoudre les conflits dans la prévention, d'où je suis dans la diplomatie préventive, de façon coutumière. Et donc, quand une personne d'une famille pose un problème qui dérange tout un système, c'est la famille qui est convoquée. Dans la cour du roi, avec le chef coutumier, et on trouvait des solutions à l'amiable. Et si la personne ne respecte pas les engagements, pour éviter d'être exproprié du village, parce qu'il n'y a pas pire comme prison. Excommunié, il n'y a pas pire la pire des prisons d'être excommunié. Le bannissement social. Et ça, c'était plus qu'un choc que de mettre une personne en prison. Oui. Parce que la prison ne résolvait rien en l'époque et les chefs coutumiers avaient trouvé des solutions. Et donc, la démocratie telle qu'elle est faite au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas bien pour le peuple africain. Parce qu'elle empiète à la liberté. Vous pensez? Oui, elle empiète à la liberté de l'être humain même en tant que tel. La démocratie européenne n'est pas adaptée aux populations africaines, tout simplement. La démocratie à l'européenne, on va dire occidentale, le modèle démocratique occidental consacre plutôt, empiète... Elle empiète, parce que la démocratie européenne... Oui, sur la liberté individuelle. Oui, sur la liberté individuelle, parce que je peux dire qu'ils n'ont pas inventé l'eau chaude, en fait. Oui. Avant qu'ils arrivent, on avait déjà nos manières de fonctionner, et ce qui a permis qu'on soit vivant jusqu'à ce qu'on ait été découvert, soi-disant, par des colons. OK. Donc, voilà. Aussi profond, avant que je ne passe à vous, aussi profond que sont vos souvenirs. Le roi, comment était-il désigné? Parce que la question centrale, c'est la question de la légitimation de l'autorité suprême et de la légalité de son nation. Ce qui fait aujourd'hui conflit, c'est on modifie la Constitution à un moment donné, on fait un troisième mandat, un quatrième mandat, un cinquième mandat, ce qu'on ne veut pas. C'est ça qui nourrit aujourd'hui les conflits en Afrique. Tout à fait. Comment cela se passait-il dans le passé? Est-ce que nos rois se comportaient aussi comme ça? Nos rois avaient des conseils et des conseillers. Oui. Les rois ne prenaient pas de décision comme les démocrates le font au jour d'aujourd'hui, même sans consulter les rois. Parce que les rois sont les chefs coutumiers, sont les propriétaires fonciers des pays et des villages. Parce que pour qu'une capitale soit érigée en capitale, elle est d'abord un village. Il y a des autochtones.
Et donc, ces chefs coutumiers étaient consultés, c'était avec leur bénédiction que les palais présidentiels venaient s'installer. Et donc, autrefois, les rois étaient consultés et les rois ne faisaient pas ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient des conseillers. Mais on a aujourd'hui des présidents qui se lèvent, qui s'autoproclament président, par exemple, et qui arrivent, qui ne respectent pas la Constitution, qui font 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, alors que le premier mandat même était déjà illégal. Oui, mais donc, justement, alors vous voilà. vous évoquez là un point très important, par exemple, et sur lequel vous pouvez en vrai mettre Brice Nzamba. Aujourd'hui, dit Madame Saki, il y a des chefs d'État, pas eux tous, il y en a qui se comportent de façon totalement respectable. Et c'est peut-être l'occasion de saluer ici la sortie récente du président ghanéen qui dit, dans mon pays, la loi dit c'est 2 mandats. Après 2 mandats, tu t'en vas. Et donc, après mon 2e mandat, je m'en vais, je ne chercherai pas à modifier la Constitution pour faire un 3e mandat ou un 4e mandat. Ça, c'est ce que vient de dire Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Et également le président George Weah. Et absolument, qui n'est pas portugais, c'est 2 que je cite. Donc, on peut citer beaucoup d'autres encore. Ils ne sont pas des Américains, ce sont des Africains qui acceptent les règles du jeu démocratique. Vous citez George Weah, avant même que la Cour suprême ne proclame le résultat définitif, il appelle son challenger, dit « Bravo, vous avez gagné, je vous attends pour la passation de service. » Et nous sommes au Libéria, nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique encore que. Brice Nzamba. Par rapport à ce que vient de dire Madame Saki, le débat, il faut le clarifier. Nous avons aujourd'hui des pratiques qui ne sont pas compatibles aux principes démocratiques tels que, nous le propose le reste du monde. Et nous nous réfugions derrière l'idée qu'en réalité, c'est parce que ces principes sont étrangers que ça ne marche pas chez nous. Quel est votre avis sur cette question ? Oui, mais en fait, je pense que les principes, c'est-à-dire que je reviens un peu sur la légitimité et la légalité. Absolument. Voilà. Parce que la légitimité ne va pas toujours de pair avec la démocratie. On est totalement d'accord. Parce que la légitimité, on l'acquiert quand on accède au pouvoir selon les principes qui organisent les modalités d'accession à la magistrature suprême. Voilà. Quand on respecte les principes qui sont posés par la Constitution pour accéder au pouvoir, on est légitime selon la Constitution qui existe dans ces pays-là. Bon, le président chinois, chez les Chinois, il est légitime, puisqu'il a été élu, il a été choisi selon les principes qui organisent la Constitution de Chine. Voilà. Bon, maintenant, en revenant sur les principes dits démocratiques, qui ne seraient pas en conformité avec les nôtres, bon, moi, je pense qu'il y a d'abord un problème de mauvaise foi. Voilà. Parce que moi, je me demande, est-ce que l'élite africaine, véritablement, veut véritablement appliquer les principes démocratiques en Afrique? Voilà. Parce que quand on voit beaucoup d'opposants qui sont opposants, ils utilisent la démocratie ou le discours démocratique, à la vérité, comme un outil pour décrédibiliser ceux qui sont au pouvoir, puisque ceux qui sont au pouvoir sont considérés comme des tyrans. Et donc, les opposants disent qu'ils ne respectent pas la démocratie, les principes démocratiques. En général, quand les opposants eux-mêmes arrivent au pouvoir, eh ben, ils refont la même chose qu'ils reprochaient à ceux qui étaient au pouvoir. Donc, la vérité, à mon avis, c'est surtout l'élite africaine. C'est-à-dire, est-ce que l'élite africaine est arrivée à un niveau de conscience? Voilà, parce qu'il y a aussi un niveau de conscience. À un niveau de conscience où elle est prête à sacrifier ses ambitions personnelles pour faire triompher les principes. Vous voyez? Parce que moi, je pense que le problème qui se pose, c'est un problème d'abord de citoyenneté. Parce que nous, on est des sociétés, à la vérité, on est des nations. Bon, je ne sais pas encore, il y a beaucoup d'États qui ne sont pas des nations à la vérité en Afrique, pour l'instant, ça encore c'est un autre débat. Mais nous sommes des États créés à l'occasion de la colonisation. Oui. Donc il y a eu plusieurs peuples qui ont été mis dans un même territoire, sans que ces peuples-là, à la base, aient signé un contrat social pour pouvoir vivre ensemble. Il y a déjà ces points-là. Parce que quand des peuples qui souvent viennent parfois des trajectoires historiques différentes se retrouvent dans un même espace, c'est important, c'est là où on parle des chefs coutumiers, que les chefs coutumiers aient été consultés pour avoir un accord de partager les territoires ensemble et les ressources et les modes d'organisation. À partir du moment où vous avez plusieurs tribus qui vivent dans un même espace, qu'est-ce qui se passe? Les citoyens, est-ce qu'il y a même la conscience citoyenne? Est-ce que les individus qui vivent dans ces territoires-là se considèrent comme des citoyens ou se considèrent comme des sujets d'une tribu?
Vous voyez, donc la question qui se pose, c'est même la question de l'appartenance à la à nation. une entité sociale et culturelle. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du pays d'où je viens, le Congo. Quand vous allez au Congo-Brazzaville, vous demandez à quelqu'un, vous êtes qui? Il va vous dire, je suis Téké, je suis Pounu, je suis Mboshi, je suis Laré. Il ne va pas dire, je suis Congolais. C'est-à-dire que le Congolais dit qu'il est Congolais quand il est à l'étranger. Vous voyez? Oui. Mais quand il est à l'intérieur du Congo, il s'identifie à un groupe ethnique, appartenant à une tribu. Vous voyez? Donc déjà, il y a une conscience tribale qui est plus forte que la conscience citoyenne nationale, qui souvent n'existe pas. Et vous voulez ramener des questions de principe qui portent à la nation, qui portent à la gouvernance d'une nation, vers des gens qui ont une conscience qui est encore au niveau de la tribu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce sont des élites qui appartiennent à des tribus différentes, qui se battent pour le pouvoir, pour pouvoir mettre leur tribu aux premières loges. On en est là. Donc le problème, ce n'est pas les principes démocratiques, le problème, c'est la volonté des élites africaines de passer d'une conscience encore tribale à une conscience véritablement citoyenne ou nationale. Comme vous êtes appelé à d'autres obligations que vous allez nous quitter, et très rapidement avant que vous ne partiez, Madame Saki, quelle pourrait être la solution? Vous êtes ivoirienne, par exemple. L'année prochaine, votre pays tiendra une présidentielle. Et déjà, on se pose la question, oh là là, comment faire pour qu'elle soit apaisée? Ce n'est pas pour parler de la politique ivoirienne que je pose cette question. C'est comment on fait pour que la question, le moment, l'instant de désignation du chef, du président de la République, ne soit plus un instant de violence, de conflit. C'est quoi votre point de vue sur la question? Mon point de vue sur cette question, il est encore par rapport à la sincérité diplomatique et démocratique qui a été signée avant les indépendances. Qu'est-ce qui est dans plus de 64 ans, presque toutes les colonies qui ont été sous indépendance jusqu'à ce jour ont toutes le même problème. Ouais. C'est-à-dire cette légalité, cette légitimité de reconnaître ou ne pas reconnaître celui qui sort par les urnes. Donc si les urnes n'apportent pas la paix, est-ce qu'il ne faille pas revenir à nos us et coutumes? C'est-à-dire concrètement, on laisse tomber les élections et on désigne quelqu'un, il est là jusqu'à sa mort? Si ça peut apporter la paix sociale. Parce qu'il est important, nous, en tant que femmes, en tant que mamans, que nos enfants, en tant que mères, ne soient pas des chairs à canon, au soir des résultats ou au soir des élections, parce qu'on en a marre, on est sans voix de voir nos enfants traverser la Méditerranée, parce qu'ils meurent dans les eaux, dans ces cimetières à ciel ouvert. C'est pas parce que quelqu'un sera là pendant 40 ans. Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections, sur toute l'Afrique, soi-disant décolonisée. C'est un point de vue intéressant, ça. Oui, et c'est important. On oublie les élections, on désigne quelqu'un, même s'il a 45 ans, il peut rester là jusqu'à 90 ans. Parce que, en fait, les régimes changent. Mais le système français qui a imposé les contrats de la décolonisation et les contrats des contrats au soir des indépendances, parce qu'on a chanté indépendance tcha-tcha-tcha pendant plus de 64 ans, et rien n'a changé sur le continent. Parce que les élites européennes, avec les élites françaises, n'ont pas été sincères avec les populations, tant avec les populations françaises et tant avec les populations africaines. Merci. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la question « La démocratie est-elle adaptée à l'Afrique ?» Un nouvel invité m'a rejoint, Moïse Mocho. Vous êtes consultant en relations publiques et stratégie. Merci à vous de nous avoir rejoints. Pour continuer cet échange, les élections, elles font partie aussi du jeu démocratique, malheureusement, sont devenues des rendez-vous de tension. Pourquoi? Parce que la fraude est permanente
selon plusieurs observateurs et analystes. Personne ne fait confiance à personne, surtout quand ce sont les juges du contentieux électoral qui confessent eux-mêmes comment ils ont pu cautionner la fraude ou simuler les victoires électorales. Écoutons à ce propos ce que dit Juan Carlos Ondo Angué, ancien membre de la Cour constitutionnelle équato-guinéenne, ancien président de la Cour suprême, magistrat chevronné. Je l'ai ici avec moi sur le plateau, mais c'était à l'occasion d'une émission précédente. On écoute très rapidement Juan Carlos Ondo Angué et on revient sur le plateau. Il n'est pas du tout plausible que le peuple équato-guinéen ait pu réélire le dictateur Obiang avec 98% des suffrages exprimés. Cela n'est pas possible. Je suis un témoin privilégié pour avoir été membre de la commission électorale nationale, pour avoir été membre de la Cour constitutionnelle pendant 13 ans, pour avoir été président de la Cour suprême. Je sais comment on simule les victoires électorales en Guinée équatoriale, et ça, tout le monde le sait. Je sais comment on simule les victoires électorales, et ça, tout le monde le sait. Moi, je ne le sais pas, je ne connais pas. Pour les autres, Monsieur Juan Carlos Ondo Angué, je l'ai dit, vous avez été membre de la Cour constitutionnelle. C'est là-bas, c'est le réacteur même du processus électoral. C'est là-bas que tout se décide, que les victoires définitives sont proclamées. Et surtout qu'après votre décision, il ne se passe plus rien. Comment simule-t-on, mécaniquement, matériellement, comment ça se passe après une élection quand vous avez les résultats compilés qui arrivent sur la table de la Cour constitutionnelle? Oui, c'est un processus long qui fait intervenir des institutions à divers échelons. Tout d'abord, avant que ça n'arrive à la Cour constitutionnelle, c'est la communauté internationale qui valide la fraude électorale. En Afrique, concrètement, c'est la mission principale de la CEAC. Vous avez vu comment la CEAC s'était empressée à valider la fraude électorale au Gabon avant le coup d'État. C'est l'œuvre de la CEAC, c'est l'œuvre de l'Union africaine. En Guinée équatoriale, c'est aussi l'œuvre de la CPLP, parce que la Guinée équatoriale est membre de la CPLP, elle est membre de la francophonie. Ce n'est pas une diplomatie à l'aveugle, c'est une diplomatie qui tente à conférer de la légitimité à la dictature. Donc, il est vrai, en revenant sur les propos antérieurs, le problème de fond qui se pose, c'est que la démocratie n'est pas concevable sans état de droit. L'état de droit n'existe que lorsque l'ordonnancement juridique d'un pays trouve une application effective. Or, dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des pays qui adhèrent à l'ordre juridique international, qui se prévalent d'être des membres à part entière de l'ONU, qui adhèrent à tous les instruments internationaux qui sont censés garantir les droits, tous les droits humains de leurs ressortissants, tant des droits économiques et sociaux que des droits politiques. Mais tous ces instruments qui sont ensuite transcrits dans l'ordre interne ne trouvent pas application. Parce que c'est vrai, un dictateur peut se prévaloir d'être légitime, oui, parce qu'au regard de son ordonnancement juridique, il a été certainement élu. Mais c'est un ordonnancement qui ne trouve pas application et il a été élu au terme d'une fraude électorale. Et donc, de façon pratique, quand les revendications des partis d'opposition arrivent, quand les réclamations, je vais dire, arrivent sur votre table en tant que membre de la Cour constitutionnelle, vous balayez ces réclamations. Quand on vous dit qu'il y a eu de la fraude dans telle circonscription, dans telle circonscription, et que vous avez des éléments matériels qui le prouvent, vous fermez les yeux sur ça et vous validez la victoire du président. Non, ce n'est pas exactement cela. Vous savez qu'il s'agit comme je vous l'ai dit antérieurement, il s'agit d'un processus à divers échelons. C'est-à-dire que la proclamation, le dépouillement incombe à une commission électorale. C'est ça. Qui fait tout le travail en amont. C'est ça. Préalablement, il y a
le rapport des commissions d'observation électorale qui ont autorité morale. Parce que vous savez, lorsque l'Union européenne ou la CPLP ou l'Union africaine attestent de la validité d'un processus électoral, ça lui confère quand même une certaine légitimité internationale. Donc ce n'est qu'après cela qu'on peut initier la phase contentieuse, qui dans la plupart des cas, en tout cas pour la Guinée équatoriale, n'a jamais lieu. C'est ça. C'est-à-dire que les résultats sont transmis par la commission électorale à la Cour constitutionnelle pour simplement valider et les proclamer. Parce qu'il n'y a pas de contentieux électoral. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il faut avoir du respect pour M. Juan Carlos Ondoagué, membre de la Cour constitutionnelle. Il suffisait tout simplement de se taire et de bénéficier de tous les privilèges dont bénéficient les membres de la Cour constitutionnelle dans son pays. Il a fait le choix de la fidélité aux principes et aux valeurs. Il est parti. On ne peut qu'admirer Moïse Mocho. Voilà un membre de la Cour constitutionnelle qui est en exil et qui nous dit pourquoi il est parti, parce que nous ne voulons plus cautionner. Vous, quelle est votre question sur la question notamment, sur la question de la démocratie, notamment de la démocratie électorale? Merci, M. Togwe, et merci aux invités. Je crois que la démocratie est seulement un système qui accompagne une république. C'est-à-dire que c'est un outil mis pour gérer une république. Soit nous sommes une république, soit nous ne sommes pas une république. Ouais. Et lorsqu'on est une république, il y a des droits et il y a des fondamentaux que la démocratie apporte en tant qu'outil de gestion de cette république qu'on doit pouvoir utiliser. Pas pour un clan ou une personne, mais pour l'ensemble du peuple. Donc, il y a par exemple, dans toute démocratie qui se respecte, le pouvoir le plus important, c'est la justice. Et c'est ce que M. Juan Carlos est en train d'expliquer. C'est-à-dire que si la justice valide une élection, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle valide une élection, il n'y a pas de recours. Non. Or, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? La plupart des membres de nos cours constitutionnels sont en réalité des dévots du président en exercice. Excusez-moi le terme, monsieur. Oui, mais vous avez la responsabilité de voter. Prenons le cas de votre pays, le Bénin. Le Bénin. Est-ce que, au regard de son expérience politique, démocratique, depuis la conférence de février 90 à aujourd'hui, on peut dire que les Béninois ne sont pas capables de démocratie? Parce que, au gros, c'est ça aujourd'hui. Et ce qui fait l'objet de cette émission, c'est est-ce que la démocratie, on est capable d'implémenter la démocratie en Afrique? Et beaucoup disent non, il faut créer un autre modèle. Vous, votre pays, le Bénin, a-t-il déjà réussi, enfin, du moins, quel est plutôt votre regard sur son parcours démocratique? Je le disais tantôt que soit on avance, soit on recule. En 90, après le sommet de la Baule, la quasi-totalité des pays francophones, disons même l'Afrique, ont décidé d'opter pour la démocratie. Oui. Multipartisme, intégrale, chez nous. Oui. Et chez d'autres, bon, il y a eu un semblant. Oui. Mais si je prends le cas d'espèce du Bénin, ça veut dire oui, que de 2000, ça veut dire que de 91 à 2016, tout se passait normalement. C'est-à-dire qu'il y avait une transition normale et régulière. Mais depuis 2016... Pourquoi vous vous arrêtez à 2016? Parce que depuis 2016, oui, à nos jours, il n'y a pas eu d'élection chez nous au Bénin. Tout ce qui se passait, ce sont des simulacres. Pardon? Il n'y a pas eu d'élection. Non. Monsieur Moncho, Monsieur Moncho, en 2016, excusez-moi... Il y a eu d'élection présidentielle. Ah, mais vous dites qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2016? Oui, j'ai dit depuis 2016. Parce que je me suis arrêté à 2016. Mais il n'y a pas eu d'élection en 2021. Il y a eu une transition. En 2021, il n'y a pas eu d'élection. En 2021, il n'y a pas eu d'élection. Ah bon? En 2019, les élections municipales au Bénin, ce ne sont pas une élection. En 2021, ce n'est pas une élection. Où voulez-vous en venir, monsieur Moncho? Je veux en venir en vous disant quoi? Que lorsqu'on nomme son avocat personnel à la Cour constitutionnelle, à la tête de la Cour constitutionnelle, celui qui a le dernier recours pour les élections, et qu'on emprisonne tous les opposants capables de vous affronter à une élection, et cet avocat fabrique
un document qui qualifie de certificat de mise en conformité pour les partis à la veille des élections, je me demande si c'est une élection, ça. Non, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'est pas en mesure d'appliquer la démocratie. Mais la Constitution du Bénin n'interdit pas au président Talon de nommer son avocat à la Cour constitutionnelle. Rien il est dans ses prérogatives quand il nomme... Non, là n'est pas le problème. Ah, mais vous dites quand on nomme son avocat personnel. Est-ce qu'il a violé la Constitution en nommant, comment il s'appelait, ou comment il s'appelle toujours Maître Joseph Djogbenou. Oui. Il est dans ses prérogatives en nommant Joseph Djogbenou. En fait, c'est là où le bas blesse. Ah, c'est là où le bas blesse. C'est très intéressant parce qu'on a un juriste avec nous avec qui abordait précisément ce point, Brice Nzamba. Avant de revenir à l'élément important que M. Juan Carlos Ondoangue a évoqué, notamment la question de l'état de droit qui doit être la pierre angulaire, le socle même de la démocratie, M. Moncho évoque un point très important. Et on ne comprend même pas pourquoi les constitutionnalistes de nos États ne révisent pas ces dispositions. Quand vous dites le président de la République a le droit de désigner 3 membres à la Cour constitutionnelle, le Parlement doit désigner 3 membres. S'il a la majorité à l'Assemblée nationale, de facto, il en désigne 6. Ben, s'il a 6 amis à la Cour constitutionnelle, ils vont faire son jeu. Ce n'est même plus de la fraude. Non, c'est-à-dire que en fait, vous partez d'un constat objectif et intéressant à une conclusion qui n'est pas nécessaire. Mais la réalité, dites-nous oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes nommé par le chef d'État que vous lui êtes rédévable de vos décisions. D'accord. Voilà. Mais pourquoi le problème, ce n'est pas le chef d'État qui nomme ou l'Assemblée. Le problème, ce sont les gens qui sont nommés, qui ne sont pas loyaux et au service des principes. Maître Nzamba, à la base, pourquoi le président doit-il nommer, au nom de quoi le président, déjà à la base, doit-il nommer 3 membres à la Cour constitutionnelle? Et pourquoi il ne le ferait pas? On peut retourner la question. C'est-à-dire que, parce que le président, c'est une fonction, il est la tête de l'exécutif, on va dire, et donc vous avez le législatif, le Parlement. Donc, ce sont des prérogatives qui sont données de façon à séparer le pouvoir. C'est-à-dire que chaque organe ou chaque autorité de la Constitution nomme des représentants au sein de la Cour constitutionnelle. C'est important. Mais ce n'est pas en soi. Vous voyez, même en France. En France, vous avez des membres du Conseil constitutionnel qui sont encartés dans des partis politiques. Oui. Voilà. Bon, c'est pas pour autant qu'ils vont dire que comme c'est un projet de loi qui vient, une proposition de loi qui vient de notre parti, que forcément on va dire oui. Non, je parle de la question du contentieux électoral. Oui, mais même pour le contentieux, au niveau du contentieux électoral, moi je reviens parce que pour moi le vrai problème, ce sont les élites. Parce que nous, on a des élites qui sont corrompues. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher loin. Les gens comme M. Ondoangue, il y en a très peu. Oui, ils sont là. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique, ce sont des élites qui sont corrompues. Voilà. C'est-à-dire que si on a des juges qui disent le droit et qui sont libres de leur... Parce qu'il y a ce qu'on appelle quand même la probité. Il faut avoir la probité intellectuelle quand même. Quand on est probe, ce n'est pas parce que vous avez été désigné par X personnes, que vous lui êtes assujetti, que vous allez sacrifier votre intégrité pour lui. C'est une question de... En fait, c'est une question de principe et de probité. Maître Nzamba, il faut qu'on aborde les réalités dans leur complexité. S'il vous plaît. Parce que, vous voyez là, comme il a voulu être probe et fidèle à ses valeurs, vous voyez, il est en exil, il est exilé. Oui, mais il est digne. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas être exilés. Oui, mais parce que vous savez, bon là c'est un peu philosophique ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est d'abord la dignité. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de voitures, que vous êtes un humain dans le sens philosophique du terme. C'est la dignité. Quand vous n'êtes pas digne dans votre façon de gagner votre vie, c'est-à-dire que vous vendez votre probité, vous êtes en fait un acheté, vous êtes un corrompu, vous n'êtes pas digne. Donc le problème que nous on a, c'est qu'en Afrique, les gens sont dans l'indignité. Ça ne les dérange pas d'être dans l'indignité. C'est ça le problème. Pas tout ça, il y en a de preuves d'ailleurs sur le plateau. On a vu d'ailleurs l'exemple du juge de la Cour suprême au Kenya qui a invalidé l'élection du président qu'il a nommé. C'est pour dire que ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas impossible. Parce que ce qui fait un État démocratique, c'est qu'il y ait des gens qui sont éduqués, qui sont disciplinés et au service des principes de leur État,
et qui ne sont pas corrompus, ou qui, s'ils sont corrompus, peuvent être traduits devant les tribunaux, jugés et condamnés. C'est ça un état de droit. Je prends toujours l'exemple du Sénégal. Vous avez un pays comme le Sénégal, qui a aussi ses pesanteurs, mais quand même qui nous montre quand même une exemplarité intéressante. Monsieur Ondo, Juan Carlos Ondo Angué, la question de la fraude électorale, comment on la résout sur le continent à partir de l'expérience qui est la vôtre? Comment peut-on régler ce problème de fraude électorale? Comment peut-on faire pour que les élections soient plus ou moins équitables, transparentes? Oui, c'est une vaste question. Vaste question, oui. À laquelle je ne saurais répondre sans abonder un peu sur la question antérieure. Vous savez, la désignation d'un président d'une cour constitutionnelle, ce n'est pas la désignation d'un fonctionnaire. Il s'agit d'une personnalité qui est appelée à jouer un rôle fondamental, clé dans le jeu démocratique. Ce n'est pas une faculté discrétionnaire que le chef d'État pourrait exercer sans en rendre compte à la nation. Donc la personne doit réunir certaines conditions d'idonéité, de probité. Et donc c'est vrai, il est très choquant. Et en réalité, ça décrédibilise un système démocratique lorsque, à l'instar de ce qui vient d'être dit, un chef d'État désigne à la tête de l'arbitre du jeu constitutionnel un ami ou un affidé. Oui. Donc voilà ce que je tenais à dire. Mais M. Ndouangué, il ne va pas désigner un adversaire non plus. Non, on ne va pas lui reprocher de désigner quelqu'un avec qui il s'entend. Pas un adversaire, mais je suis certain qu'il y a d'autres personnes neutres, c'est vrai. On ne peut pas dépolitiser le système de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, dans l'absolu. Oui. On ne peut pas. Mais ici en France, nous avons un très bon exemple. Ce sont des gens qui ont des rattachements politiques, mais qui sont désignés en respectant les règles, les procédures démocratiques, justement. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent donc, de ce fait, faire montre d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce que nous désirons pour l'Afrique. Bon, pour revenir à votre question, le problème, nous l'avons déjà évoqué de manière indirecte, il est assez simple. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Il n'y a pas d'état de droit sans indépendance judiciaire, sans indépendance des institutions qui sont justement chargées de mettre en œuvre l'effectivité normative des lois qui sont en vigueur dans le pays. Et ça, vous pensez que c'est quand même possible en Afrique? C'est fondamental. Mais c'est possible ou pas? Est-ce que culturellement c'est possible? Parce que c'est ça le débat. Le débat, c'est que le fonctionnement démocratique tel qu'on l'expérimente depuis 34 ans ne serait pas compatible avec nos réalités. Moi, M. Togbé, je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas? Je crois que la démocratie est compatible avec nos mœurs, avec notre culture. Simplement, il y a des oligarchies en Afrique qui ont confisqué la démocratie, qui ont confisqué les institutions de l'État, qui ont patrimonialisé toutes les institutions de l'État, qui pensent que l'État ne sert qu'à leur conférer des avantages personnels. C'est ça, le drame de l'Afrique. Merci. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la question: la démocratie est-elle adaptée à l'Afrique? Jusque-là, la réponse semble aller dans le sens oui. Alors, dites-nous, Moïse Monchor, vous êtes béninois.
On se souvient, le Bénin et le Sénégal et beaucoup d'autres pays étaient cités comme des modèles démocratiques sur le continent. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est possible d'implémenter la démocratie en Afrique. Qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui que vous pensez que la démocratie a reculé dans votre pays, le Bénin? Je vais être un peu cru. En gardant le cadre de la bienséance, bien entendu. Oui. Et vous savez, tout système démocratique fonctionne lorsqu'il y a une justice indépendante. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir exécutif en réalité est le dernier pouvoir normalement dans une démocratie. Il y a le pouvoir législatif qui fait les lois pour qu'on puisse le vivre ensemble, le pouvoir exécutif qui permet de faire exécuter ces lois, et le pouvoir judiciaire qui permet de faire respecter ces lois qu'on s'est données ensemble. Lorsque l'exécutif met sous sa coupole tous les autres pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la démocratie, nous rentrons soit dans un totalitarisme, soit dans une kakistocratie, parce qu'on fait la promotion de cancre au niveau de la justice. Et vous pensez que c'est ce qui se passe dans votre pays? C'est ce qui se passe dans mon pays. Le droit, il est mort dans mon pays. J'ose le dire honnêtement. Depuis 2016 à nos jours, lorsque le ministre de la Justice, d'abord le député, le président du groupe parlementaire, on gagne les élections, le président de Parti Talon gagne les élections en 2016, il nomme le président de la commission des lois, qui est son avocat, ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui fait une loi qu'on l'enlève de là pour pouvoir valider la conformité de cette loi, on le met à la Cour constitutionnelle pour faire valider cette loi. Une loi dont il a été l'initiateur. Il a été l'initiateur. Donc, vous vous dites, le droit, il est mort chez nous. Mais pire. Mais il peut avoir été initiateur d'une loi qui est conforme à la Constitution. Non. C'est pas contradictoire. Toute la classe civile, c'est-à-dire que tout le peuple, tous les avocats de renom de ce pays ont dit que ce code pénal est inadapté. Mais on y va plus loin. Ils font maintenant, aujourd'hui, depuis il n'y a pas d'élection, ils font une élection, ils font un code électoral où le clergé, les imams, et la société civile, tout le monde dit que ce code, c'est un code exclusif et explosif. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut exclure. Et quand je vais aller dans le sens du juge Juan Carlos, la fraude, elle commence déjà par la loi. Lorsque vous faites une loi où on demande à ce que des partis puissent avoir 20% au national pour pouvoir lever un député, sachez que dans les 24 circonscriptions de notre pays, ça dit que si vous n'avez pas 20% dans chaque circonscription, vous ne pouvez pas lever un député. Donc des fois, vous pouvez avoir dans 23 circonscriptions électorales les 20% et dans une seule circonscription électorale, ils s'arrangent pour vous donner 2%. Alors, et c'est eux qui s'accaparent les 109 députés du pays. Alors, s'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils font voter une loi qui va dans ce sens, au fait, la démocratie aussi, la loi. Non, la démocratie aussi, c'est protéger la minorité. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais c'est d'abord la voix de la grande majorité. Parce que dans la démocratie, il y a un grand point qui est la solidarité. C'est important. Et l'exercice de la souveraineté par le peuple. C'est très important ce que vous dites. Ce qui est amusant dans son cas, c'est que le président ne s'en cache même pas. Le président lui-même, il le dit souvent avec humour. On se souvient lors d'une rencontre avec l'ancien président Yahi Boni et des députés, je crois, de l'opposition, il a dit, bon, à part la démocratie, reconnaissez que je travaille bien. Donc voilà. Et ça nous plonge au cœur de la question, précisément. Est-ce que c'est incompatible de développer un pays? Est-ce que c'est difficile, compliqué de développer un pays en respectant les règles du jeu démocratique? Parce que c'est ce qu'on semble comprendre à partir du cas béninois qu'évoque Moïse Moïto. Oui, mais en fait, moi je pense qu'il y a la démocratie, la mise en œuvre de la démocratie, il y a le développement. Bon, ce sont des mécanismes qui sont différents. Parce qu'on peut ne pas être une démocratie et puis développer son pays.
Oui, Voilà. la Corée du Nord est bien développée, comparée à beaucoup La Corée d'autres. du Nord, je ne sais pas, mais la Chine, Ah ben, en tout cas, ce qu'on voit... voilà, la Chine, en tout cas, est très développée actuellement, avec une économie très, très puissante. Donc, je pense que ça ne va pas forcément ensemble. Voilà, parce que vous pouvez être une démocratie et puis avoir une économie qui est tout à fait à la ramasse. Oui. Permettez-moi le terme. Vous voyez. Oui. Bon, quand vous voyez le Portugal c'est une démocratie, mais l'économie aujourd'hui est quand même très, très difficile. Voilà. Le petit détail par rapport au Bénin, au cas Bénin, béninois. Le président du Bénin dit devant le MEDEF en France, moi j'ai supprimé le droit de grève, par exemple. En attirant des investisseurs. C'est un exemple pour montrer comment les conditions aujourd'hui sont propices à l'investissement, notamment étranger, pour attirer des investisseurs. Il a dit, chez moi, on ne grève pas n'importe... Moi, je ne porte pas de jugement sur la question, mais au moins, le droit de grève est limité. Aujourd'hui... Oui, parce qu'il faut distinguer la limitation du droit de grève à la suppression du droit de grève. Oui. Parce que ça dépend du système qui est en place. Si vous avez un système libéral ou ultra-libéral, dans un tel système, le droit de vote n'est pas bien vu. Vous voyez ? C'est vrai. Donc, le droit de grève est plutôt réduit et très limité. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, il y a des syndicats, mais le droit de grève est très encadré. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas forcément... tout dépend du modèle économique dans lequel vous êtes. Mais si je reviens à votre question, c'est-à-dire que le développement et la démocratie suppose que dans la démocratie, il y a des principes qui sont plus sensibles à la bonne gouvernance. Vous voyez ? Parce que dans un pays démocratique, quand l'État est démocratique, on sait que, comme on l'a dit, l'État est soumis au droit. Donc, quand vous avez des acteurs de la vie économique qui ne respectent pas les lois ou les règles, on sait qu'on peut compter sur une justice qui est libre et indépendante pour pouvoir avoir des sanctions. Vous voyez, donc on a plus confiance, par exemple, à aller investir dans un pays démocratique parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur, on va signer des contrats. Et si ces contrats ne sont pas exécutés, on peut compter sur une justice qui est libre pour pouvoir faire triompher ses droits. Mais si vous êtes dans une tyrannie, les tyrannies en général, ça n'attire pas beaucoup les investisseurs. Parce que les investisseurs ont peur. Vous voyez, en général, ce qui se passe, c'est qu'ils signent ils signent en fait des contrats avec des arbitrages. Ils vont dire que s'il y a un conflit, on va aller juger, on va être jugé dans un autre pays et pas chez vous. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que les investisseurs veulent être sûrs que s'il y a un souci dans le cadre de leur contrat, ils pourront défendre leurs droits de façon équitable. Donc la démocratie, oui, ça aide beaucoup pour la bonne gouvernance parce que ça participe, ça permet à la justice d'être libre, d'être impartiale et donc de pouvoir défendre ses droits devant des juges impartiaux. Vous disiez que dire que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique n'a pas de pertinence parce que ce serait faire le jeu des tyrannies, de la tyrannie. Bien sûr. C'est ce que vous dites. Oui, en fait, moi, je pense que, en fait, il faut dire une chose. C'est-à-dire que, il n'y a pas de modèle démocratique. Voilà, chaque État invente son modèle selon ses réalités sociologiques. Mais les principes démocratiques, pour moi, sont universels. Voilà, dire aujourd'hui que les principes démocratiques ne peuvent pas être appliqués en Afrique, c'est faire le jeu des tyrans. Voilà, qui ne sont pas des dictateurs, parce que même le terme dictateur aussi est un peu abusif. Parce qu'un dictateur, dans son sens premier, comme les Romains l'utilisaient à l'époque, c'était une personne à qui on confiait tous les pouvoirs pour régler une situation précise et ponctuelle durant un temps donné, et pas pour rester au pouvoir tout le temps, et après revenir à la démocratie. Voilà. Nous, on a des tyrans. Juan Carlos Ondo Angué, dans le cadre de cette réflexion et dans vos réflexions personnelles, quand vous pensez à votre passé de magistrat et de membre de la Cour constitutionnelle, il a dit « démos peuple », la démocratie c'est le pouvoir exercé par le peuple souverain. Comment on fait pour donner véritablement au peuple la parole, de façon à ce que le choix qui est fait soit un choix qui émane de lui, véritable. Parce que là, tout ce débat d'intellectuels que nous menons, il y a quelqu'un qu'on appelle le peuple qui est mis de côté, au fond, et qui ne participe même pas, à qui on ne donne même pas véritablement la parole. C'est rare de donner la parole au peuple seulement quand on veut une forme de validation, de simulacre de validation, en faisant des référendums dont les résultats sont connus à l'avance. Comment on fait pour redonner au peuple souverain
Justement, placer la parole. en parlant de la Chine qui se réclame de démocratie, je ne pense pas que le peuple ait conféré le pouvoir au Parti communiste pour aliéner le peuple. Je ne le pense pas. Je pense que le peuple est l'otage d'une oligarchie, aussi puissante soit-elle, aussi pérenne soit-elle. En Afrique, il est indéniable que l'absence de démocratie a contribué à ruiner nos pays. Parce que l'état calamiteux de nos économies a un lien de causalité direct avec le problème de gouvernance, qui se résume en une chose très simple, au détournement, à la patrimonialisation de l'État. C'est simplement cela. Bon, c'est vrai, dans ce contexte, comment donner la parole au peuple, c'est très difficile, parce que justement, la raison d'être d'une démocratie, d'une dictature, pardon, c'est justement de bâillonner le peuple. Tout à l'heure, vous avez rappelé que je fais l'objet d'un mandat d'arrêt contre... Pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Voilà. Connaissez-vous un dissident sérieux, reconnu, qui ne soit poursuivi par des dictatures, qui ne soit condamné, soit pour des détournements de fonds, soit pour atteinte à l'ordre public? Non, ça n'existe pas. Alors que j'ai été remercié pour mes bons et loyaux services lorsque j'ai dirigé la justice du pays, j'en ai la preuve. Beaucoup de preuves subsistent de mon passage à la présidence de la Cour suprême. Donc, il n'est pas dans l'intérêt, c'est tout à fait antinomique. C'est-à-dire que le peuple ne pourrait pas s'exprimer dans une démocratie, dans une dictature, pardon. Il faut que, en fin de compte, les pays africains, nos peuples soient consultés pour décider quel modèle d'institution on veut implémenter en Afrique. C'est ça la question. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre les principes démocratiques. La démocratie implique simplement qu'il appartient justement au peuple de désigner le mode de gouvernement du pays. Simplement. Le discours, il est très clair. Moïse Moncho, la conclusion qu'on tire des propos de M. Ondo Angué et de Maître Brice Nzaba, c'est qu'il n'y a pas une capacité anthropologique à implémenter la démocratie. Ce n'est qu'une question de volonté politique. C'est aussi ce que vous pensez? Mais évidemment. Évidemment. Nous, on l'a fait durant 25 ans. Oui. Un quart de siècle, de 2014, un truc, le Bénin l'a fait. Le Bénin était cité en exemple. Le Sénégal même aussi, si ce n'était pas aussi parfait. Oui. On a vu des présidents de la Cour constitutionnelle, chez nous, qui ont désavoué le président de la République. Mais aujourd'hui, soit on nous dit, nous allons vers une dictature, et ensemble, on décide d'aller vers cette dictature. Mais si insidieusement, on glisse, parce qu'on s'est arrangé pour venir par les urnes au pouvoir, et qu'on prend maintenant tout l'appareil d'État, on met sous coupole la justice, le législatif, et on glisse dangereusement vers la dictature, ce n'est pas le choix du peuple. Donc il faudrait qu'on s'asseye. C'est pour ça que nous, au Bénin, nous demandons au président de la République, le président Paï Talon, qu'il faut un dialogue national. On va s'asseoir, on va décider ensemble si on veut une dictature ou si on veut une démocratie. Il ne va pas nous l'imposer, parce que c'est une oligarchie. Mais il a été élu, il est en cours de mandat. Hein. Non, il est en cours de mandat. Le mandat finissant. Vous imaginez qu'on est à 1 an des élections? Non, pas 1 an. À 2 ans. Non. C'est en 2026. Non. On est en 2024. On est en octobre. Le dépôt des candidatures du président pour les élections présidentielles commence dans 1 an, le 14 octobre 2025. Mais on ne connaît aucun candidat parce que le président, lui, il a dit que c'est à 6 mois des élections que lui va décider. Donc, il veut imposer à toute la classe politique sa volonté, son désidératat. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est ce qui se fait parce que... Mais il a le droit de se prononcer quand il veut? Non, mais laissez-moi vous expliquer un truc assez simple, 2 minutes. En 2021, le président Joël Aliou, un camarade de lutte, a dit qu'il est candidat. Qui sera candidat? Non, il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2021. Oui. Ainsi que l'ancienne ministre, Mme Ricky Amadougou. Oui. On les a fait kidnapper et on les a condamnés à 10 et 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Parce qu'ils ont décidé tout simplement d'être candidats. Ça, c'est ce que vous dites. Mais non. Ça, c'est pas ce que dit la justice béninoise. Non. La justice béninoise, sur la base d'éléments matériels,
me semble-t-il... C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. Moi, je suis journaliste, moi, je suis pas c'est l'erreur que nous commettons, béninois. nous, intellectuels, d'accord, en allant dans le sens de cette justice. Ah, mais écoutez... Parce que nous l'avons su qu'elle est... Elle est sous la botte Qui du président. suis-je, moi, pour porter Je suis un acteur jugement politique. sur la justice? Je suis un acteur politique. Voilà une justice où on arrête quelqu'un. Tout de suite, le procureur, il énumère les faits. 2 jours après, les faits d'accusation changent. 3 jours après, les faits d'accusation rechangent. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dise, on vient poser la question à un candidat à une élection présidentielle, où est-ce qu'il a trouvé la caution 50 millions pour payer. Un professeur titulaire, un constitutionnaliste de renom qui est consultant pour l'ONU ne peut pas avoir 50 millions pour payer une caution. Non. Mais ça s'entend. Donc, je nous, comprends votre en propos. tant que camarades de lutte de ce professeur, je sais que ce dossier, il est vide. Et vous demandez au Bénin un dialogue, On demande un dialogue national pour savoir si on veut continuer sur la voie de la démocratie ou sur la voie de la dictature. Mais on ne va pas nous l'imposer. D'accord, C'est ça, très c'est bien. tout ce qu'on veut. Votre propos est très clair. Brice nous en va encore une fois. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est qu'il dit, dans son pays, le Bénin, une présidente de Cour constitutionnelle a déjà désavoué le président de la République. Et c'était Mathieu Kérékou, à l'époque. Sauf que la dernière fois que la présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique a désavoué le président, le lendemain, c'est la police et la gendarmerie qui ont encerclé les bâtiments de la Cour constitutionnelle et qui l'attendaient. Et dans la foulée, le président prend un décret et l'envoie à la retraite rapidement. Oui, c'est pour la question véritable de la volonté politique et de l'instrumentalisation de l'appareil de l'État. Absolument. Mais on en revient, de mon point de vue, au même point. C'est-à-dire que soit on joue le jeu des principes, soit on corrompt les principes. C'est-à-dire que vous avez le problème de la démocratie en Afrique, c'est un faux problème. C'est un faux problème. La vérité, c'est que est-ce que les hommes politiques africains veulent appliquer les principes et être à la hauteur de la dignité d'être humain? C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes président d'une cour constitutionnelle et qu'on vous soumet une procédure ou un recours, vous appliquez la loi. Si véritablement vous êtes dans la dignité, vous appliquez les textes. Maintenant, s'il y a un risque à prendre, vous prenez le risque. Voilà. Donc, c'est magistrat qui a dit non à Mathieu Kérékou. Ce n'est pas un surhomme. C'est un homme comme tous les autres. Absolument. Mais qui a voulu être probe. Et c'est ça qu'il faut C'est ce qu'il faut. cultiver. C'est ce qu'il faut cultiver. Alors, on pêcherait à ne pas rendre hommage quand même à de nombreux chefs d'État sur le continent qui font le jeu démocratique, qui respectent. Quand vous voyez par exemple le président ghanéen inviter ses prédécesseurs à déjeuner au palais, c'est beau. Absolument. Ça traduit la beauté, la maturité du peuple ghanéen. Quand vous voyez au Nigeria, il y a combien? 5 anciens chefs d'État. On ne peut pas expliquer aux Nigériens, vous avez eu tort d'avoir organisé l'alternance démocratique. Non. On ne peut pas dire aux Gambiens, vous avez eu tort d'avoir chassé Yaya Jammeh, que l'alternance ne sert à rien, vous aurez dû laisser Yaya Jammeh. On ne peut pas reprocher à George Weah d'être parti du pouvoir. Yann Kama au Botswana a dit, moi, même le 2e mandat est trop long pour moi, je vais aller élever des vaches au village. Absolument. Et il a abrégé son mandat et il élève aujourd'hui les vaches au village, comme Obasanjo fait du poulet au Nigeria. J'aurais pu citer Chissano au Mozambique, Joyce Panda au Malawi. Il faut que nous, francophones, nous arrêtions de penser que la démocratie ne marche pas en Afrique. Ça marche dans les pays anglophones. Absolument. Et parfaitement. Et jusqu'à la dernière présidentielle, ça marchait aussi au Sénégal. Donc nous sommes capables. Je vous laisse le dernier mot, vous qui avez le courage, l'honneur de rester fidèle à vos valeurs et de subir la souffrance que vous subissez aujourd'hui, mais au nom de vos valeurs et de la dignité. Je vous laisse le dernier mot dans cette émission. Merci, Monsieur Tobé. Moi, je garde l'espoir que... vous savez, la dictature, c'est une fuite en avant. Oui. Tôt ou tard, les oligarchies vont être rattrapées par l'histoire. Monsieur Obiang et tous ses camarades dictateurs n'ont en réalité qu'une seule alternative, c'est de se réconcilier avec le peuple. Parce que on ne peut pas étouffer la demande de dignité, de démocratie qui s'exprime au travers de nos jeunesses. Et donc, je garde espoir que, tôt ou tard, l'Afrique
évoluera dans le bon sens. Merci, merci, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Et je rappelle que vous êtes un ancien président de la Cour suprême de votre pays, la Guinée équatoriale, ancien membre de la Cour constitutionnelle, c'est vrai. Vous faites aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international pour atteinte à la sûreté de l'État. Espérons quand même que les difficultés en exil vous soient moindres et qu'un jour, vous retrouviez votre pays d'origine et votre famille. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Moïse Moucho, à vous également d'avoir participé à cet échange. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, analyste politique. Nous retiendrons dans cette émission que oui, la démocratie est possible en Afrique. On peut l'adapter, la réajuster et écouter le peuple. Mais les principes universels valent aussi pour l'Afrique. Si un blanc dit que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, on crie au racisme. Mais quand c'est des Africains qui le disent aux autres Africains, ça interpelle quand même. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à la question démocratique sur le continent. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.